Salut Frangin. Salut Vida, je vois que t'es en forme. Comme toujours, voyons. Salut Arak. Ravi de te revoir. Et toi, tu dois être le petit Sana, pas vrai? Oui. Enchanté, je suis Vida, la petite sœur de Ref. Et accessoirement, une as de l'informatique et du hacking. Et donc, j'ai pensé que tu saurais peut-être nous débloquer sur ce point. J'imagine que je peux vous renseigner en accédant à la base de données de la guilde. Et c'était pas légèrement illégal? Oh non, c'est juste complètement illégal. En tout cas, je vois que tu collectionnes toujours autant. Oh! C'est par exemple Super Mario 64 DS? Yep, je l'ai décoté il y a quelques jours. Ça rappelle des souvenirs, pas vrai, Ref? Ça oui. Ah oui, ton tout premier jeu, Arak. C'était peu de temps après le décès de mes parents. J'étais encore tout secoué, mais il a bien fallu que je retourne à l'école. Et rapidement, tous les problèmes sont revenus. Je t'imagine mal comme un élève à problème, Arak. C'est vrai, mais beaucoup d'élèves m'avaient pris comme bouc émissaire pour plusieurs raisons, comme mon intelligence, ma façon de m'exprimer ou ma nature d'hybride, pour décider que ça. Et puis un jour... Connaissant Ref, ces deux-là ne sont sûrement plus jamais revenus t'embêter. Tu veux rire? J'étais tout nouveau et toute l'école avait déjà compris qu'il fallait pas m'avoir comme ennemi. C'est comme ça que Ref et moi nous sommes rencontrés, et j'étais loin de me douter qu'on deviendrait de si proches amis. Ça te dit de venir chez moi samedi? J'ai reçu la Nintendo 64 avec le nouveau Mario pour mon anniv, on pourra y jouer tous les deux? Je sais pas, les jeux vidéo ça m'a jamais attiré. Alors ce sera l'occasion de t'y mettre. Je suis venu chez lui comme prévu et... Oh, pardon. C'est vrai que c'est toi qui raconte en général, Sana. Mais non, continue. C'est ta première expérience, c'est à toi de raconter. Oh, c'est trop d'honneur. Allez, c'est toi la star, lâche-toi. Pourquoi ne pas tester le remake en même temps? Bon, eh bien, je me lance. It's me, Mario! Alors! Je connaissais rien à Mario à l'époque, et je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Au commencement, nous étions accueillis par la tête du personnage, interprété pour la toute première fois par le grand Charles Martinet, aujourd'hui à la retraite. Si on exclut les jeux éducatifs, bien sûr. Can I sing a song for you? Et à laquelle nous pouvions faire subir toutes sortes de tortures atroces et inhumaines. Kill me! I'm in constant pain! Et après avoir lancé une partie, nous recevions une lettre d'une certaine Princess Peach, nous invitant à venir manger du gâteau. Oui, c'est vraiment ça l'intrigue. Parce que à ceux qui se plaignent que le scénario du film Mario vole pas haut, sachez qu'avec la supervision de Miyamoto, c'est déjà un miracle qu'il y ait eu un scénario. Oui, d'autant plus que la dernière fois que le fil conducteur d'un jeu a été d'aller manger du gâteau... Et t'avais quoi comme première impression? Honnêtement, je ne savais pas trop quoi penser. Ref était épaté de voir Mario pour la première fois dans un environnement en 3D, mais pour moi, tout était nouveau et je ne voyais pas encore ce qu'il y avait de si spécial à ça. J'avoue que j'étais quand même impressionné par la capacité de ce Mario à se mouvoir avec tant d'agilité, avec ses bonds. C'est alors qu'on a finalement passé la porte du château et... Nous avons alors commencé à explorer le château, presque complètement désert, ce qui le rendait assez sinistre malgré la musique paisible qui se jouait. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Malheureusement, presque toutes les portes étaient fermées, y compris celles menant à l'étage supérieur et au sous-sol.
Seule une avec un grand tableau et la cour arrière était accessible. Mais ce n'était guère plus animé. Autant dire que je commençais à m'ennuyer. Jusqu'à ce que Rêve se souvienne des paroles du Todd à l'entrée du château. La princesse comme Notos a été emprisonnée entre les murs du château. Pas plus futé que les Jinjo, c'est Todd. Oui, mais je parlais de ces tableaux renfermant les mondes. Il suffit de sauter dedans et le jeu commence vraiment. Sur le coup, ça m'a surpris de découvrir un tout nouveau monde à l'intérieur d'un tableau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était animé. Attirés par les grandes collines, nous avons décidé de braver le champ de bataille pour l'escalader, passant outre les ennemis et boulets de canon pour y trouver le roi Bobomb, qui nous attaque, après nous avoir clairement dit comment nous y prendre pour le vaincre. Rien de plus simple, il suffit de passer dans son dos, appuyer sur la touche frapper pour le soulever, et une deuxième fois pour le jeter au sol. Or là, je constate que c'est assez différent dans le remake. Cela s'ouvre toujours sur Peach envoyant une invitation à Mario, mais cette fois il arrive accompagné de Luigi et Wario. Je crois pas avoir vu leur nom sur l'invite. Ils se rendent alors au château alors que Yoshi dort sur le toit, jusqu'à ce que le Lakitu chargé de la caméra ne vienne le réveiller et l'avertir que Mario et les autres ne sont toujours pas revenus. Yoshi est donc le héros de cette version. Étonnant. Et t'es pas au bout de tes surprises. En effet, même la porte principale est verrouillée et la clé est détenue par un lapin. Un vrai génie ce Bowser. Il a toute une armée à son service et il confie la clé de la porte principale du château à un lapin. Pour ce qui est du château en lui-même, tout a l'air identique à quelques différences près. Et déjà que je trouvais l'ambiance angoissante avec Bowser qui nous narguait à chaque porte qui nous bloquait, je trouve que le sentiment d'insécurité est encore plus poussé dans cette version, avec la disparition de Mario, donnant l'impression que le danger peut surgir à tout moment. Le premier niveau est cependant au quasi tout point identique avec sa version originale. En revanche, le gameplay de Yoshi implique que la façon de battre le roi Bobomb sera différente. Yoshi peut rester un peu en l'air après un saut, mais ne peut pas soulever ses ennemis. En revanche, il peut utiliser sa langue pour attraper ses ennemis et les recracher, ou attendre de les transformer en œufs pour les lancer avec plus de précision. Mais dans tous les cas, après 3 coups, il est vaincu et nous obtenons notre première étoile. J'étais sceptique sur le coup. Normalement, les étoiles rendent Mario invincible, mais cette fois, ça avait l'air d'une simple récompense à accumuler. Car cette première étoile permettait de débloquer 2 salles, dont la chambre de Peach. Enfin, si on peut appeler ça une chambre. Et une autre menant un tableau vers le second niveau, la forteresse Womp. Et les murs qui disent pardon, ça par contre, ça n'existe pas, hein? Le jeu se présentait ainsi, explorer les différents niveaux du jeu pour y accomplir différents objectifs, comme dans le cas présent, vaincre le roi Womp, pour obtenir les étoiles, et ainsi déverrouiller les différentes salles du château au fur et à mesure pour avancer plus loin. Nous avons donc découvert 2 autres niveaux, la baie des pirates, dans laquelle nous devions entrer dans ce navire coulé, mais où une anguille terriblement inquiétante y avait élu domicile et refusait de sortir. Sérieux, je suis le seul à avoir été traumatisé par cette anguille. Regardez, encore plus flippant que ce gars de la pub Ring Fit Adventure. Faut pas croire, Nintendo s'est créé des créatures cauchemardesques. Fort heureusement, nous avons pu nous rabattre sur une autre étoile. Et la montagne Glégla, avec ce chalet contenant un circuit de glisse, et un petit pingouin à conduire à sa mère en sécurité. Surtout ne le balancez pas dans le vide, hein? Qui serait assez détraqué pour faire ça? Surtout que Mario a élargi sa liste de mouvements. Si dans les anciens jeux, il pouvait juste sauter et lancer des boules de feu à l'aide d'un power-up, maintenant il a plusieurs types de sauts. Saut normal, saut enchaîné, salto arrière, saut en longueur, saut mural, et surtout, maintenant il a la possibilité de carrément coller des mandales à ses ennemis. Et Miyamoto qui disait que Mario avait rien à faire dans un jeu de baston. Une fois que l'on avait 8 étoiles en notre possession, la grande porte menant au tableau de Peach s'ouvrait. Toutefois... Par là, ça glinglin, ça ressemble à un piège. Et oui, ce gredin de Bowser s'est joué de nous. Et il fallait désormais nous frayer un chemin jusqu'à la sortie en évitant moult pièges et ennemis. Et de tomber aussi. Jusqu'à atteindre cette ville tortue et... Ouais, il fut un temps où les dialogues des jeux Nintendo, c'était quelque chose. Et c'est amusant le contraste entre quand on tombe dessus enfant et plus tard adulte. Dommage, la petite Peach n'est pas là, mais si tu veux un gros bisou, ça peut s'arranger.
Dommage, la petite Peach n'est pas là. Mais si tu veux un gros bisou, ça peut s'arranger. Et après, on s'étonne de retrouver plein de fanarts chelous de Mario et Bowser sur internet. Au fond, ils ne sont peut-être que des âmes sœurs n'arrivant pas à accepter leurs sentiments respectifs. Toi, t'es bien la sœur de ton frère. En revanche, là aussi sur DS c'est différent, car cette fois, la porte ne réclame pas 8, mais 15 étoiles. Et toujours aucune trace de Mario. En revanche, la porte qui, dans le jeu original, menait à la chambre de Peach, mène ici à un couloir avec 4 portes particulières. C'est donc ici que nos 3 porteurs de casquettes sont retenus prisonniers, hein? Oui, et il te faut des clés pour pouvoir les ouvrir et ensuite les jouer. Et justement, avec 8 étoiles, tu peux accéder à la chambre de Peach, qui cette fois ressemble vraiment à une chambre. Et où 2 niveaux totalement inédits s'offrent à toi. 2 niveaux propres au remake? Bon, ce sont de petits niveaux, mais c'est un ajout sympathique. Une plage et... Tiens donc, une forteresse Goomba à explorer. Avec même des étoiles cachées et même un nouveau boss, le roi Goomba, qui une fois vaincu nous remet la clé permettant de libérer Mario et ainsi le rendre jouable. Et il suffit d'utiliser cette porte pour passer de Yoshi à Mario et vice versa. Il ne reste plus qu'à récupérer quelques étoiles et aller corriger Bowser. Fort heureusement, se défaire de lui n'était pas bien difficile. Il suffisait de le prendre par derrière en agrippant fermement sa queue, le tourner de toutes nos forces, et tout relâcher pour l'envoyer en l'air afin de le faire tomber sur une... Bref, Vida, vous n'avez pas l'intention d'ajouter une musique sensuelle à ce moment lors du montage, non? Oh, comme si c'était notre genre. Tu nous connais mieux que ça, voyons. Une fois Bowser vaincu, nous avions la clé menant au sous-sol du château. Mais c'était l'heure pour moi de rentrer. On se revoit le week-end prochain pour continuer? Oh oui! On s'est retrouvés chez lui le samedi suivant pour reprendre le jeu. La mère de Ref nous avait même préparé de quoi goûter pendant qu'on jouait. Cette fois, nous avions besoin de 30 étoiles pour aller plus loin. Et de nouveaux mondes s'offraient à nous et ne demandaient qu'à être explorés, dont Lave Fatale, qui ne porte que fort trop bien son nom, et où notre première étoile fut d'une facilité désarmante à obtenir. Les 8 pièces rouges, gagnées. Si chaque niveau possède ses propres missions effectuées avec étoile à la clé, ils en ont tous une en commun. Trouver les 8 pièces rouges cachées dans le niveau. Elles sont cachées partout sur chaque carte. Par ailleurs, il en avait aussi une dans le niveau de Bowser. Obtenir les 8 fait apparaître une étoile à récupérer, mais allez savoir pourquoi, dans ce niveau, elles sont toutes au même endroit. Ils ont peut-être eu la flemme. Au passage, certains niveaux ont aussi une mission dans le même style avec les 5 étoiles d'argent sur DS. Par ailleurs, la cour arrière était à présent infestée de boue, qui deviennent intangibles quand on les regarde de face. L'un d'eux renferme le niveau Manoir Boue, et là, changement d'ambiance. Vous savez que même la banque a abandonné l'hypothèque de cette baraque maudite. La première mission consiste à vaincre tous les bouts, chose visiblement impossible pour Yoshi, afin de faire apparaître le Big Boo et le vaincre. Chose que je trouve dommage, c'est que parmi les 6 missions de ce niveau, 3 consistent à le vaincre. Ce qui tord le coup à l'expertise du prof catastrophe, comme quoi les bouts ne peuvent être vaincus à main nue. Toute une vie à étudier les fantômes pour ça. Comme quoi il est plus doué pour chercher que trouver, hein. Et pour en venir aux 8 pièces rouges... Comme c'est pratique. Une pièce rouge posée l'air de rien à côté de ce piano, met bien en évidence le tout dans un manoir hanté. Ouais, on s'attendrait presque à ce qu'il s'anime et tente de nous oxyre. Maman avait raison, je suis un bon à rien. Sable trop mouvant est un niveau relativement bien caché, car Satin en traversant un mur tel la voie 9 3/4. Un niveau, la prudence est de mise, le moindre faux pas mène à une perte de vie. Et enfin, la caverne brumeuse. Un labyrinthe souterrain à explorer pour découvrir un lac dans lequel nage un pléiosaure, ou encore un brouillard toxique. Là, ça pue du cul, mais violent. D'ailleurs, même dans le château, on avait pas mal de trucs à fouiller. On peut y trouver quelques étoiles en cherchant bien. Certains tons nous en donnent quand on leur parle, ou encore en rattrapant ce lapin. Mais il y a aussi quelques petits niveaux cachés un peu partout. Vous vous souvenez de la chambre de Peach? Eh bien, il y a un niveau caché dans une des fenêtres, et rien que dans celui-là, il y a 2 étoiles à récupérer. Une arrivant au bout du parcours, et l'autre en finissant à un certain temps. Ouais, c'est Pac qui nous avait donné l'info à l'époque. Ouais, mais c'est un peu vicieux pour le coup. Quand tu sais pas, rien que ce niveau, on le trouve sur un coup de chance. Il y en avait plein d'autres comme ça, généralement avec 8 pièces rouges à trouver. Mais les plus importants sont les 3 niveaux débloquant les casquettes spéciales. L'un en regardant la lumière du hall d'entrée quand elle apparaît. C'est Dieu qui te parle. Tu sais celui qui dit « Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni », etc., etc. Une autre dans les douves du château après avoir vidé l'eau.
Et le dernier, derrière cette porte de la caverne brumeuse. C'est ainsi qu'on active les 3 blocs de couleurs correspondant à la casquette ailée, qui permet de voler après avoir enchaîné les 3 sauts, la casquette de métal, qui rend Mario invulnérable, lourd et l'empêche de se noyer ou d'étouffer, et la casquette d'invisibilité qui, comme son nom l'indique, rend Mario immatériel. Mais là, étrangement, Mario ne semble avoir accès qu'à la casquette volante, et sa forme ballon tirée de Mario World. Et Yoshi crache du feu. Est-ce que par hasard... T'as deviné! Le pouvoir invisible est réservé à Luigi et le métal pour Wario. Tu dois donc d'abord les libérer. Attention, ils sont bien cachés, tu peux même finir le jeu sans les retrouver. Pour Luigi, il suffit de se rendre dans cette salle secrète au manoir Boo pour trouver son tableau et traverser le repère du roi Boo. Tiens donc, ne serait-ce pas là une tentative de racoler avec ce qui a dit le roi Boo à la fin de Luigi's Mansion? Son combat est bien pensé par ailleurs. J'aime bien l'idée de devoir utiliser le miroir pour déceler sa position. Luigi devient donc jouable et... sapristi! Mais son salto arrière est tout simplement démentiel! Regardez-moi ça! Il rend tellement plus facile l'obtention de certaines étoiles! Et pourtant les Toads n'arrêtent pas de le rabaisser. Oh, vraiment des ingrats. Très vite, nous avions collecté les 30 étoiles nécessaires pour atteindre... Oui, un nouveau stage, Affreux Bassin, bloquant le passage vers le second niveau de Bowser, qui n'est pas beaucoup plus difficile à battre. Mais histoire de faire taire ses lèvres mal avisées de Toad, je vais m'en occuper avec Luigi. Je te l'avais dit qu'elle était nulle, cette phrase. Et direction l'étage supérieur et 4 nouveaux stages à explorer. Le monde trempé séché où il faut jouer avec le niveau de l'eau pour accomplir des objectifs. Chez le roi des neiges avec un bonhomme de neige géant à escalader. Et une autre étoile bizarrement facile à obtenir sur 64. Je constate que la mission est différente sur DS. Trop haute montagne, tout est dans le nom. Ouais, parce qu'en plus, contrairement aux opus 2D sortis jusque-là, Mario peut prendre des dégâts de chute maintenant. Et parfois, il suffit qu'il tombe de vraiment pas haut du tout, hein. Et l'île Grand Petit qui t'a traumatisé, visiblement. Ouais, cette saleté de poisson. On a terminé notre session à ce niveau-là et... Dis, pourquoi tu ne viendrais pas chez moi cette fois samedi? Ouais, pourquoi pas. Nous reprenions donc notre exploration des niveaux. Et l'air de rien, ça se complexifiait. L'île Grand Petit avait pour mécanique de pouvoir permuter entre deux tailles, ce qui rendait les recherches plus difficiles. Mais nous avions nos petites astuces. Je me souviens de cette étoile à obtenir en utilisant ces dalles fléchées que Ref a tout simplement passé à l'aide d'un long saut. Même moi j'avais trouvé une astuce pour éviter les dégâts de chute en utilisant une charge au sol juste avant de tomber. Une autre astuce que Harak avait trouvée, il avait remarqué que quand on plongeait sous l'eau, c'était notre santé qui fait office d'oxygène. Du coup, quand on était sur le point de mourir dans un niveau où il y avait de l'eau, il suffisait de plonger et remonter à la surface pour retrouver toute notre santé d'un coup. Oui, parce que Mario peut aussi se noyer maintenant. D'ailleurs, je vois que le tableau de Wario est de l'autre côté du grand miroir, que je peux traverser avec Luigi invisible, et au passage récupérer une étoile secrète. Non. Puis il ne reste plus qu'à faire le niveau, affronter Givros, un combat assez décevant, c'est juste de la même méthode que le voyou de glace, et libérer Wario. Lui est peu rapide et a des sauts réels restreints, mais c'est lui le plus fort physiquement, en l'occurrence le seul à pouvoir détruire les blocs noirs. Par contre, c'est pas trop gonflant de toujours faire des allers-retours pour changer de perso. Il y a une alternative à ça. Il suffit de ramasser une casquette pour prendre l'apparence et les capacités d'un personnage jusqu'à recevoir un coup. Ah bah comme quoi les casquettes font partie intégrante de leur identité. Il a fait venir Bowser. Un plombier. Oups, scusi. Mario le plombier. Une fois 50 étoiles obtenues, place au tout dernier étage avec les 2 derniers niveaux. La force est en toi. La force, ça dépend de quel côté on se place. Horloge tic-tac et route arc-en-ciel. Alors ils ont l'air cool comme ça, mais moi je les trouve gonflants. Surtout la route arc-en-ciel. Vu qu'on quitte le niveau après avoir obtenu une étoile, bah quand on y retourne, on doit à chaque fois se recoltiner ce trajet long et ennuyant en tapis volant. Même chose quand on rate un saut. Et le dernier repère de Bowser se situe au sommet des escaliers sans fin. Chose possible qu'une fois 70 étoiles en poche. 80 sur DS.
C'est donc le moment de fouiller tous les niveaux du jeu pour obtenir la quantité nécessaire. Il y a 6 étoiles par niveau, 7 sur DS. Du moins, c'est ce qu'on a cru tout au long du jeu. À un moment donné, alors que Ref a dû s'absenter pour surveiller Vida, je me suis amusé à récupérer toutes les pièces d'un niveau. Les jaunes en valent 1, les rouges 2 et les bleus 5. Et tout à coup... une étoile secrète. Quand j'ai raconté ça à Ref, on a aussitôt réessayé sur un autre niveau. Et c'est là que nous avons découvert que chaque niveau possède une étoile secrète qui apparaît quand on ramasse 100 pièces. Alors là, bien joué pour avoir trouvé ça. On s'est donc mis à reparcourir tout le niveau dans le but d'enfin atteindre l'ignoble Bowser et le vaincre. Chose pas évidente, le seul indice dont on dispose pour les trouver, c'est la phrase qui accompagne chaque étoile à l'écran de sélection des niveaux. Alors parfois c'est évident, mais parfois ça nous avance pas du tout, hein. C'est un peu plus simple sur DS, car l'écran tactile affiche une carte sur laquelle apparaît l'étoile visée. Pratique si on bloque. Par contre, j'ai cru comprendre que les détracteurs de remake crachent beaucoup dessus. Bah si ça les dérange, ils ont juste à pas regarder les cartes, hein. Tout simplement. En parlant des ajouts du remake, je vois ici un autre ajout. Si sur 64 on pouvait à 2 reprises tomber sur un lapin à attraper pour obtenir une étoile, ici il y a également plusieurs lapins dans le château, à des couleurs et emplacements différents selon le personnage, et qui détiennent des clés ouvrant des mini-jeux dans la chambre de Peach. Ces jeux sont optionnels, mais ça reste un ajout sympa. Surtout pour voir Luigi faire le croupier dans un casino. Par contre, heureusement qu'ils ont refait la bobine des lapins parce que sur 64... En tout cas, Ref et moi nous sommes mis à la recherche de toutes les étoiles restantes et une fois le quota atteint, il ne restait plus qu'à aller se confronter une dernière fois à Bowser. Nous en avons profité pour récupérer l'étoile des 8 pièces rouges, histoire d'en récupérer une dernière pour la route, et une fois devant le dernier tuyau... Tiens, à toi l'honneur. Tu es sûr? C'est ton tout premier jeu, donc c'est à toi de le terminer. Je pris donc la responsabilité de vaincre cette tortue pour de bon. Le combat était bien plus corsé que les 2 fois précédentes, et cette fois 3 coups étaient nécessaires pour en venir à bout. Ce fut éprouvant, mais après une lutte acharnée... Bowser était vaincu. Peach sauvée, et tout était rentré dans l'ordre. Il ne restait plus qu'à aller savourer ce gâteau promis et surtout bien mérité. For my hero. Yoshi! Ça va, Arak? Oh oui, j'étais juste plongé dans mes souvenirs comme à chaque fois que je fais ce jeu. Aujourd'hui encore, il m'évoque tout autant de bons moments. Comme quand Ref et moi élaborions des plans pour obtenir des étoiles difficiles, ou encore la fois où on s'était construit une cabane avec des couvertures pour continuer à jouer la nuit jusqu'à attraper les 120 étoiles. Tout ça pour que ça débloque au final qu'un canon menant au toit du château pour aller voir Yoshi qui nous remet un message de remerciement des devs, et 99 vies alors que le jeu est fini à 100% et que ça sert plus à rien. Puis faut être honnête, ce jeu avait bien besoin d'être amélioré. Qu'on le veuille ou non, il a un peu vieilli. Rien qu'avec la caméra tellement rigide qu'elle se place parfois dans le pire angle possible sans qu'on puisse l'ajuster. Alors que sur DS, il suffit d'appuyer sur le bouton n'importe où pour la replacer dans le dos. Même le jeu en lui-même me semble plus fluide que l'original. Mais quelle que soit sa version, il ne change rien au fait que Super Mario 64 est un grand jeu, qui a, qui plus est, servi de base pour la plupart des jeux de plateforme en 3D. On répète souvent que le genre s'essouffle, mais que nenni! Il suffit de voir les derniers sorties comme Shadow Generation, Astrobot 2, ou encore le discret mais fort sympathique Nico Derico, pour se rendre compte que le genre de la plateforme est loin d'avoir dit son dernier mot. Mario par contre, même si ces jeux sont généralement bons, j'ai l'impression que c'est surtout en 3D qu'il continue de se démarquer et manque cruellement d'innovation pour la 2D. Oui, même avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas accroché à Super Mario Wonder, qui n'a pas réussi à nous donner l'impression de ne pas jouer à un énième New Super Mario. Ce jeu représente tellement pour moi, et ce remake m'a permis de le redécouvrir comme si j'y rejouais pour la première fois, si bien que j'ai envie de les recommander tous les deux. Ils offrent chacun une expérience différente mais complémentaire.
Vous n'imaginez pas ce que ça m'a fait d'avoir reparcouru ce jeu. J'imagine, ouais, ça rappelle tellement de souvenirs. Et ouais, c'était si longtemps avant que je vous rencontre. Ah, avec tout ça, on a oublié. Vida, tu as dit que tu pouvais... Hé hé, relax petite tête. J'ai fini. Tu crois que je faisais quoi pendant que vous vous offriez votre instant nostalgique? Comme d'hab, tu perds pas le nord. Et j'ai déjà trouvé une des failles dont aucune équipe n'a encore été assignée. Le hic, c'est qu'elle est en pleine mer. Regardez. Attends un peu, Sana, ce jeu, ce ne serait pas...